BFM Business, BFM Crypto, le club, avec Stéphane Pedrazzi. Toute l'actualité des cryptos du Web3 comme tous les après-midi sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Autour de cette table aujourd'hui, Gonzague Grandval, fondateur et CEO de Skim. Bonjour. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Bonjour. Salut. Et Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business, qui sera là en tant qu'observateur et qui nous apportera peut-être un petit peu de controverse sur le profil des détenteurs de crypto, puisqu'on a eu les chiffres en début de semaine. Ils ont été publiés dans le rapport de l'ADAN, l'Association pour la défense des actifs numériques. Mais d'abord l'état du marché. C'est avec Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. On a quand même l'impression sur le Bitcoin que les choses sont en train de s'améliorer après le creux du début de semaine. Alors, les crypto-monnaies et le Bitcoin notamment sont toujours dans une phase de consolidation. On a eu hier une remontée du Bitcoin qui est essentiellement due à la baisse du dollar que vraiment une remontée de la crypto-monnaie. On est toujours dans une phase de consolidation. D'un point de vue un peu plus chartiste, le Bitcoin a retracé sur une zone de retracement de Fibonacci à 38,2%. On s'est stabilisé sur une zone proche des 61 000 $ pour un Bitcoin avant de rebondir. Mais on reste sous une zone qui se trouve à 68 800, qui donnerait, en cas de rupture haussière, un signal de retour à une dynamique. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation et il faudrait vraiment repasser au-delà de cette zone pour reprendre un biais haussier. Donc le rebond que nous avons connu hier semble plus un rebond, je dirais, technique, mais qui n'invalide pas la consolidation actuelle. Et on peut craindre, si les cours reviennent au contact de la zone des 61 000 $, eh bien une poursuite de cette phase de consolidation. On a des objectifs qui pourraient nous ramener à 52 500 $ pour un Bitcoin. Donc ça serait une grosse baisse. Mais globalement, par rapport à la dynamique du mouvement que nous avons actuellement, eh bien, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. On a retrouvé beaucoup de volatilité sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin notamment. Donc, attention à ces niveaux, car là, dans des phases de volatilité, on sait que le Bitcoin peut être très nerveux. On reste malgré tout sur un trend positif avec le halving qui arrive dans moins d'un mois. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce que ça donne sur l'Ether aujourd'hui ? Alors sur l'Ether, on est aussi dans une phase de consolidation. On a aussi connu un retour, un mouvement haussier suite aux dernières déclarations de la Fed. Mais ce que l'on peut remarquer par rapport au Bitcoin notamment, c'est que tout à l'heure je vous parlais d'un retracement à 38,2%. Sur l'Ether, sur la même phase de hausse, on a retracé la moitié de la dynamique, ce qui veut dire que la phase de consolidation, elle est plus forte. Là aussi, même configuration, on remonte mais sur des zones qui sont, je dirais, qui sont techniques. On est à peine sur 3550 $ pour un Ether. Actuellement, eh bien, ça n'enraye pas le mouvement de consolidation qui a lieu actuellement. Attention à une rupture de la zone des 3100 parce qu'on pourrait là aussi avoir une accélération du mouvement baissier qui pourrait nous ramener sur une zone de support à 2565 $ pour un Ether. Là aussi, on a beaucoup de volatilité, donc attention, en cas de départ de mouvement, il peut y avoir de gros décalages. Merci beaucoup Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. On se retrouve tout à l'heure dans BFM Bourse, partez pas trop loin. On va parler des stablecoins dans un instant, mais d'abord, on va revenir sur le profil des détenteurs de cryptoactifs en France. L'Association de défense des actifs numériques, l'ADAN, a publié son rapport annuel. 12% de la population française détient des cryptoactifs. C'était 9,6% il y a un an. Et ce rapport qui a été effectué par Ipsos et KPMG montre également un rajeunissement de ces détenteurs de cryptoactifs par rapport à l'an dernier. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 18-34 ans. L'an dernier, c'était 25-44 ans. Louis Tellier, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça reste un truc de jeune ? Pour l'instant, à en croire les chiffres, effectivement, il y a un attrait grandissant pour les jeunes qui s'y retrouvent un peu plus. C'est-à-dire que la crypto, on a souvent tendance à dire que c'est aussi une affaire générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle manière de concevoir l'investissement, et c'est d'ailleurs un argument qui est régulièrement repris par quelqu'un qui est maintenant bien connu dans l'écosystème crypto, qui s'appelle Larry Fink et qui est le PDG de BlackRock et le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, en tout cas quand on prend les actifs sous gestion. Et effectivement, aujourd'hui, vous voyez des plateformes comme Shares, Trade Republic en fait, qui réussissent en fait à gamifier pour le meilleur et pour le pire aussi l'investissement. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit des détenteurs qui sont beaucoup plus jeunes et on voit surtout une tendance qui est que les cryptos sont une affaire générationnelle, ce qui pousse
de nombreuses personnes à dire qu'en fait c'est l'avenir de l'investissement à la fois en termes d'infrastructure et puis aussi en termes d'actifs. Gonzague, comment on explique ce gap générationnel ? Les cryptos sont donc des monnaies ou des quasi-monnaies numériques. Toutes ces générations Z ou un peu plus vieilles baignent dedans. On a eu l'annonce hier ou aujourd'hui de Revolut qui faisait un pas de plus en Europe sur l'intégration des cryptos dans son offre de banque, qui est principalement à destination des jeunes, qui désormais permet de détenir, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies directement dans son application bancaire. Donc, comme le dit Louis, on arrive à une intégration par des acteurs qui connaissent les codes des jeunes, qui utilisent à fond les systèmes numériques. Et donc, évidemment, les jeunes achèteront des cryptos avant d'acheter des actions, achèteront des cryptos et n'achèteront plus d'or, parce que c'est générationnel, parce qu'on veut toucher à autre chose, et puis on veut un peu se distinguer peut-être de ses parents. On a quand même vu des patrons de banques retourner leur veste, ou en tout cas faire un pas de plus en direction des cryptos récemment, à la faveur de la remontée de Bitcoin. Oui, alors on remarque ces mouvements principalement aux États-Unis. En France, c'est encore assez timide, mais aux États-Unis, là aussi, Louis le soulignait, Larry Fink est vraiment devenu le porte-drapeau de cette évolution bancaire, en faisant rentrer tambour battant Bitcoin dans des ETF spot, en annonçant, et on en reparlera tout à l'heure, un quasi stablecoin dollar émis donc par BlackRock. Donc il se passe plein de choses, les gros acteurs se positionnent de partout aux États-Unis. En France, on attend toujours des mouvements. Ils devraient arriver, mais vraisemblablement encore avec pas mal de retard. Et Louis, peut-être Stéphane aussi rajouter qu'effectivement, en fait, la crypto est née avec Internet, donc reprend les codes d'Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, parce que vous pouvez aussi trouver de l'Ether, du Bitcoin, qui sont considérés par beaucoup comme des actifs aujourd'hui à part entière. Et puis de l'autre côté, vous voyez aussi ce qu'on appelle des meme coins, espèces de coins qui reprennent souvent des têtes de chiens ou d'animaux, en fait, qui sont de véritables casinos. Donc en fait, on a le là, c'est meilleur... plus spéculatif. C'est plus spéculatif. Ce même casino, c'est plus spéculatif. C'est vous tentez votre chance comme quand vous grattez un ticket, quoi. Ouais. Je vous présente pas Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business. C'est un peu le gardien du dogme monétaire dans notre rédaction. Jean-Marc, comment on explique ce gap générationnel, le fait que les jeunes soient évidemment les plus détenteurs de crypto-monnaies? Je vous confirme que Jean-Marc sait se servir d'Internet. Il y a un gap générationnel, mais la technologie ne peut pas être la seule barrière, c'est ce que je veux dire. Oui, alors par rapport à ce qu'on vient de dire et par rapport à l'ambiance générale, 3 remarques. La première remarque, c'est effectivement, je crois que crypto-monnaie, crypto-actif, crypto-monnaie, c'est plus d'actualité. Plus personne n'interprète ça comme quelque chose qui peut s'assimiler à une monnaie. C'est vraiment quelque chose qui est un actif et qui est vécu comme un moyen, effectivement, de faire de la spéculation. Et donc, en termes de spéculation, c'est toujours la même chose. Vous savez, c'est ce que disait Maurice Allais. Il y a 2 phases dans la spéculation. Il y a quand ça monte, tout le monde est un investisseur avisé. Et au moment où ça s'effondre, à ce moment-là, eh bien, il y a des spéculateurs aveugles. Et donc, le tout, c'est de savoir à quel moment est-ce que ça va s'effondrer. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ça doit s'effondrer? Alors, je suis pas là pour faire, je suis pas Madame Irma. Je vous parlerai de notre prix Nobel qui était Jean Tirole, qui disait à l'occasion de la précédente montée, il y a eu une montée très rapide et puis ensuite il y a eu une baisse et là on est de nouveau dans une phase où ça a monté de façon spectaculaire et Jean Tirole avait commenté en le disant est-ce que cette montée est durable? Il avait dit non. Est-ce que cet objet a une utilité sociale? Il disait par exemple quand on compare à une matière première sur laquelle on spécule, par exemple en ce moment le cours du cacao s'envole, donc il y a des gens qui spéculent aussi sur le cours du cacao. Est-ce qu'il y a une utilité sociale derrière? Et il disait non. Donc je pense que le véritable caractéristique de cet objet, c'est que c'est un objet qui n'est rien d'autre qu'un sentiment. Et la troisième remarque que je ferai, c'est qu'à partir de ce moment-là, le rapport générationnel, c'est le rapport à l'actualité, l'information, la vision que l'on a, puisqu'on est dans la phase de l'émotion derrière tout ça. Et donc je pense qu'effectivement, les gens de ma génération, je ne vais pas dire mon âge, mais enfin il est assez avancé, les gens de ma génération... Il y a encore 2 chiffres. Oui, certes. Certes, mais donc sont plus sensibles à des choses comme l'or qu'à des choses... Ouais. Et je ferai une dernière remarque. Dans l'actualité, il y a quand même eu l'affaire de FTX, le procès, qui donne... on a parlé de casino. Oui, mais qui étaient des fraudes qu'on aurait pu très bien trouver dans la finance absolument. Traditionnelle. Et, oui, non, puis il y a des fraudes, y compris dans les spéculations sur des matières premières banales. Hein. Je veux dire, je renvoie au célèbre film Le Sucre, où il y avait derrière toute une opération, d'ailleurs, qui s'est
dénouer devant la justice. Mais je veux dire, derrière tout ça, il y a cette idée, à partir d'un certain âge, où c'est vraiment, le mot c'est casino, c'est vraiment un peu dangereux, c'est un peu du casino vers des choses que l'on maîtrise pas forcément sur le plan intellectuel. Et donc, je pense qu'à partir d'un certain âge, on se réfère davantage spontanément à l'or, pour prendre un exemple de quelque chose qui est un actif avec une utilité pas immédiate sur le plan industriel, que à ces objets bizarres qui apparaissent dans la vie quotidienne. Il y a des crypto-monnaies adossées à l'or, on appelle ça des stablecoins, elles sont généralement adoptées sur des devises classiques comme le dollar ou l'euro, on va en parler dans un instant, enfin tout de suite. L'objectif, on va quand même le rappeler, Louis Gonzague, c'est quoi? C'est d'associer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les cryptos et la stabilité d'une monnaie traditionnelle, Gonzague? Oui, c'est un petit peu ça. C'est surtout d'avoir un outil qui permette d'opérer les transactions crypto sur les marchés crypto, contre lesquels justement on va acheter ou vendre du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Pour acheter du Bitcoin, on l'a répété assez régulièrement, mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser un stablecoin dollar ou euro que d'utiliser de l'euro bancaire qui va passer par des circuits bancaires qui vont être contraints et lents et chers, comparativement à un circuit sur une blockchain où la transaction va être immédiate, à un coût quasi nul et sans risque. Donc on utilise de préférence des stablecoins pour opérer ces transactions et désormais les stablecoins sont utilisés pour 99% des échanges de crypto-monnaies. Jean-Marc, peut-être une remarque? Oui, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, pour garantir, pour donner une forme de crédibilité, on s'adosse vers la monnaie historique, vers les monnaies historiques. Alors, on a parlé de l'or, mais enfin, les monnaies plus traditionnellement historiques sont désormais le dollar ou l'euro. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, tout ce mécanisme-là, tout ce processus, est un processus qui revient, à mon avis, un peu à l'esprit initial de ce qu'avaient été les crypto-monnaies, entre guillemets. C'est-à-dire cette idée que le système bancaire traditionnel a failli et que notamment le système des banques centrales n'a pas été à la hauteur des missions qui lui avaient été confiées. Et donc, dans une mission précédente, j'avais dit qu'une des légitimités historiques initiales, c'était que les banques centrales affichaient comme objectif 2% d'inflation. Vous ne pouvez pas confier la stabilité monétaire à des gens à qui vous dites de toute façon, vous avez le droit de voler 2% du pouvoir d'achat de la population tous les ans. Et donc, à partir de ce moment-là, on contourne ce système-là. Et les stablecoins et tout ça, c'est une façon d'avoir la sécurité, une certaine stabilité, comme le nom l'indique, que garantissaient les banques centrales au travers de leur monnaie, tout en contournant un certain nombre de règles et de pratiques de ces banques centrales et de ce système monétaire qui sont pénalisants. Donc je pense qu'il y a derrière les stablecoins quelque chose qui est un peu plus que derrière l'opération Bitcoin brute et absolue. Alors sur les stablecoins, Gonzague, on atteint de nouveaux records de capitalisation du marché. Oui, alors sur les stablecoins, on parle principalement du dollar, malheureusement, encore. Et dans le dollar, on parle de deux stablecoins en particulier, l'USDT, qu'on appelle le Tether, et l'USDC, émis par l'entreprise américaine Circle. À eux deux, ils représentent 90% de la market cap des stablecoins dollars en circulation, qui elle-même a atteint les 150 milliards de dollars. 105 milliards possédés par Tether et 35 milliards possédés par Circle, le reste étant dilué dans tous les autres stablecoins du marché. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont adossés à l'euro ? Alors, il y en a quelques-uns, il doit y en avoir peut-être 10 ou 20 d'ailleurs, mais les market cap de ces stablecoins sont infimes et surtout les volumes de transactions sont encore malheureusement plus ridicules que leur market cap. Il faut bien voir par exemple que Tether, donc 100 milliards de market cap et 100 milliards de dollars de transactions jour. C'est considérable, là où Circle, lui, a 35 milliards de market cap et 10 milliards de transactions jour. Le plus étonnant, je l'ai vu tout à l'heure, c'est le FDUSD, First Digital USD. Eux, ils ont 2 milliards de market cap et 10 milliards d'échanges jour. Donc la proportion d'échanges par rapport à la market cap est considérable. On rappellera que le FDUSD est celui qui est utilisé en prime stablecoin chez Binance. Oui. Alors oui, Louis, peut-être un commentaire. Peut-être pour revenir sur ce qu'a dit Gonzague et puis également sur ce qu'a dit Jean-Marc. En fait, la particularité de la blockchain, c'est que grâce à l'infrastructure, donc de blockchain publique, c'est-à-dire une blockchain via laquelle vous n'avez pas besoin de demander une quelconque permission pour échanger ou participer ou lancer un protocole de finance décentralisée. En fait, la particularité, c'est que tout d'un coup, plein d'actifs
sont représentés par un token. C'est-à-dire que vous pouvez échanger, si vous voulez échanger un collatéral d'immobilier, évidemment il faut un acheteur, mais vous pouvez le faire. Dans le monde classique, vous ne pouvez pas le faire en 1, 2, 3 minutes ou instantanément. Et en fait, la particularité du Bitcoin, pour revenir à ce que disait Jean-Marc, pourquoi est-ce qu'on le compare à l'or ? En tout cas, ses partisans le comparent à l'or. L'or numérique, on entend ça souvent, effectivement. Et exactement, en fait, il s'est développé, il y a un consensus social qui s'est développé autour du Bitcoin, alors qui est plus ou moins important, comme l'or. C'est-à-dire que l'or, en fait, est baqué, on va dire, juridiquement par un certain nombre de règles. L'émission est quand même respectée. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui font que ça monte en valeur et c'est contrôlé. Sur le Bitcoin, on n'a pas encore ça. Donc effectivement, c'est pour ça que certaines personnes se disent que ça fait le yo-yo parce qu'on spécule dessus. Et puis peut-être aussi pour une nouvelle fois revenir sur ce que Jean-Marc disait, en fait, la particularité des cryptos, c'est que vous pouvez payer, donc faire des transactions avec absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dire que Bitcoin ou Ethereum n'est pas un moyen de paiement, c'est pas vrai. Moi, j'ai remboursé un de mes amis il y a un mois en Ether, par exemple. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'attendre, si je veux faire mon virement bancaire le vendredi, il va arriver le mardi. Bah non, là ça a été fait en 10 minutes, j'ai remboursé mon ami et c'était... donc en fait... Non mais on peut payer avec. Ce que veut dire Jean-Marc, parce que je le connais un petit peu, c'est que ça n'est pas une monnaie au sens du code monétaire. C'est bien ça, c'est son livre de chevet. Non, mais mon livre de chevet que j'aurais pu apporter, chaque fois que je viens dans cette émission, en général, je viens avec mon petit livre. Alors, il n'est pas petit, avec mon livre rouge, parce que c'est un code, donc c'est énorme. Dans ce pays, on n'arrête pas de produire des lois. Et l'article 1er du code monétaire, c'est que la monnaie, en France, c'est l'euro. Oui, a été mise par la banque commerciale, c'est une délégation, c'est un droit qui leur est accordé par la banque centrale. Voilà, et donc c'est l'euro qui sert de référence, c'est l'euro qui... Oui, mais le Bitcoin a bien une valeur en euros, c'est bien... Oui, absolument, mais sauf que quand on va chez un commerçant, il est obligé d'accepter l'euro, et il doit normalement refuser les transactions dans une autre monnaie que l'euro. Aujourd'hui, il y a certains acteurs qui permettent cela, c'est-à-dire que le commerçant va toucher les euros et ne verra jamais le Bitcoin, mais pourtant vous avez échangé un Bitcoin. Donc aujourd'hui, ça existe. Il y a des moyens qui existent. Et en fait, aujourd'hui, c'est simplement qu'on a un droit. Je veux dire, on ne porte aucun jugement là-dessus. C'est comme ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est difficile à suivre parce qu'il y a énormément d'innovation et c'est une de ses forces. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de précision, par exemple, pour gérer une trésorerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez intégrer du Bitcoin à votre trésorerie, ça peut rapidement se transformer en casse-tête. Mais il y a des solutions qui existent, notamment avec Lizzy, avec CoinHouse, qui permettent justement de quasiment jamais voir la crypto et de se faire payer quand même en Bitcoin. Gonzague ? Oui, et puis je trouve que ce débat montre qu'on ne peut pas réduire Bitcoin ni à de la monnaie, ce qui n'est pas, selon certains, soit très bien, ni à de l'or numérique, qui ne l'est pas tout à fait non plus, mais quelque chose d'assez nouveau. Alors nouveau depuis 15 ans maintenant, hein, donc ça commence un peu à dater, mais c'est quelque chose qui est nouveau, qui est versatile et qui est un mix de tout ça, avec lequel il faut justement appréhender de nouvelles façons de considérer à la fois la valeur, à la fois la monnaie, à la fois les échanges, et c'est ce qui fait la grandeur de Bitcoin. Et peut-être je ne veux pas détourner l'émission, on va continuer à avancer, mais juste sur ce plan philosophique de ce qu'est cet objet, ce que je trouve intéressant, c'est que le vocabulaire montre bien que les gens qui sont à l'origine du projet étaient fascinés par la monnaie. C'est-à-dire qu'on appelle crypto-monnaie, alors que, encore une fois, au sens du code monétaire et financier, c'est pas le cas. On parle d'or, et donc les gens qui gèrent le Bitcoin se définissent comme des mineurs. Le mineur, c'est le mineur de la mine d'or de San Francisco en 1849. C'est le mineur, c'est quelqu'un qui se réfère à la tradition de collecte d'or aux États-Unis. Vous avez remarqué, il prend beaucoup d'expressions de Christine Lagarde. En fait, c'est un peu Mask Singer. Il va enlever son déguisement et c'est Christine Lagarde qu'on va retrouver à la place de Jean-Marc Daniel dans cette affaire. Bitcoin va peut-être apporter quelque chose aux monnaies. En fait, le futur des monnaies légales est sur blockchain public. C'est le CEO de Monerium qui l'a dit. Alors, le CEO de Monerium, en fait, Monerium, c'est un émetteur de stablecoin qui est d'origine islandaise. Et en fait, pour la petite histoire, c'est le seul aujourd'hui qui rentrerait dans les clous de MiCA, qui est la réglementation. La réglementation, donc qui permettra normalement d'harmoniser les règles pour les cryptoactifs dans l'Union européenne. Et en fait, aujourd'hui, c'est quasiment le seul acteur qui est régulé, on va dire correctement, qui a tous les licences pour opérer en Europe. Et effectivement, lui, ce qu'il dit, c'est que le futur des monnaies légales, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, de transférabilité, de rapidité, est sur blockchain. Parce que quand vous êtes sur blockchain, c'est moins cher. Après, ça dépend quel blockchain, mais c'est moins cher et c'est plus rapide. Donc forcément, vous pouvez faire des échanges beaucoup plus rapides et vous n'êtes pas obligé d'attendre quelques jours. Mais là, les banques commerciales risquent de ne pas être d'accord. Eh bien, figurez-vous que les banques commerciales sont tout à fait d'accord parce que nombre d'entre elles travaillent sur de tels projets.
On parle de Mika, justement. Une implication de Mika, OKX, qui est l'une des plus grandes plateformes d'échange crypto, a décidé de déréférencer l'USDT, donc un stablecoin. Pour quelle raison? C'est uniquement à cause de cette réglementation, Gonzague? Alors, c'est encore un petit peu flou, à vrai dire. C'est cependant la principale raison qui est avancée. En effet, OKX, 4e plateforme d'échange du monde, déréférence l'USDT, donc le premier stablecoin de son activité, elle le déréférence pour les utilisateurs européens. En effet, au mois de juin, la mise en application de Mika pour les stablecoins obligera les stablecoins émis, en tout cas utilisés par les utilisateurs européens, à être des e-money tokens, donc sous la référence de Mika. Or, comme le disait Louis tout à l'heure, ces e-money tokens ne peuvent être émis que par des entreprises régulées de façon ad hoc, qui sont des quasi-émetteurs de monnaie électronique. C'est un peu technique, mais aujourd'hui, on n'a pas sur le marché français de stablecoin existant qui respecte ces conditions. En Europe, il n'y en a pas, à part ce fameux Monerium. Donc, la grande question, au-delà d'OKX avec le Tether, qui est assez surprenante, c'est de savoir, au 1er juillet, qu'est-ce que les utilisateurs européens vont-ils pouvoir utiliser comme stablecoin pour opérer leurs transactions crypto? Pour le moment, est-ce que certains seront prêts pour cet été? C'est le statut EMT. Il y a peu de chances qu'il y en ait beaucoup. Une façon de dire que je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus d'un. D'accord. Donc ça risque d'être un peu compliqué. On sait dans les couloirs que tout le monde s'arrache un peu les cheveux et se demande comment opérer cette transition de la réglementation si rapidement, en tout cas à partir de cet été, pour permettre de poursuivre les activités des différents opérateurs. Il nous reste assez peu de temps, Louis. J'aimerais qu'on parle du premier fonds tokenisé lancé par BlackRock. Oui, alors effectivement, le plus grand asset manager qu'on évoquait au début de cette émission a fait un virement quand même depuis 1 an et demi dans la crypto qui est assez impressionnant. D'abord, ils s'étaient alliés à Coinbase. Ils ont grandement accéléré la courbe aux ETF spot Bitcoin qui ont été approuvés en janvier. Et là, ils lancent donc l'équivalent d'un fonds monétaire sur la blockchain Ethereum. Et ce qui est intéressant, c'est que pour souscrire ou pour toucher le rendement issu de ce fonds monétaire, vous devez acheter donc le token de BlackRock et qui promet d'être stable pour $1. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ressemble fichtrement au modèle des stablecoins qu'on connaît. C'est-à-dire que ceux qui ont été mentionnés par notamment Gonzague, Tether ou l'USDC, donc Circle, 2 Américains, fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez apporter de l'argent, vous allez apporter 10 € et en échange, ils vont vous donner l'équivalent en token et cet argent-là va être placé pour acheter des bons du trésor américain. C'est grosso modo comme ça que le fonds de BlackRock fonctionne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'ose pas trop le dire parce que c'est un peu un gros mot, mais est-ce que BlackRock n'a pas lancé finalement son propre stablecoin? Ça, c'est la grosse question. Et ça y ressemble aussi. Effectivement, et une nouvelle fois, sur cette question de monnaie ou pas monnaie, le gros apport de la blockchain, c'est que effectivement, grâce, en synthétisant quasiment tout et n'importe quoi en token, ça peut devenir un instrument de paiement, un instrument de règlement, un instrument de prêt. Et effectivement, là, BlackRock le démontre sans trop le dire, parce qu'il y a plein de questions réglementaires qui se posent. Mais voilà, c'est probablement la naissance d'une sorte de stablecoin de la part de BlackRock. Merci beaucoup. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Gonzague Grandval, merci également, fondateur, CEO de Scheme. Et merci à Jean-Marc Daniel d'avoir apporté du débat et de la controverse dans cette émission. Toujours un plaisir de... Voilà, et dès qu'on a besoin d'une référence sur le code monétaire, vous appelez Jean-Marc Daniel, il est toujours prêt à intervenir. Merci à tous. Dans un instant, BFM Bourse, j'ai le plaisir de vous retrouver. On va bien sûr revenir sur les annonces de la Fed hier soir aux États-Unis. BFM Business, BFM Crypto, le club.